Bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, je vous invite à rejoindre vos sièges. Merci de prendre place. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 15 décembre 2022. Mesdames et messieurs, chers collègues, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, chers amis, s'il vous plaît, merci de prendre place. Conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de nommer secrétaire de séance par vote à main levée Madame Sonia Dorotsov. Qui vote pour? Qui s'abstient? Des oppositions? Très bien, Madame Dorotsov est désignée. Le quorum permettant la réunion de notre Assemblée est fixé à 37 élus présents sur un total de 73. Un élu ne peut être porteur que d'un seul pouvoir et à cet effet, je rappelle aux élus qui seraient porteurs d'un pouvoir de le signaler à l'appel de leur nom afin de faciliter les opérations de comptage et si cela n'a pas déjà été fait, d'adresser le formulaire de pouvoir à la DAVI à l'adresse mail indiquée dans les courriers de convocation à notre séance de ce jour. En cas de départ définitif en cours de séance, les élus concernés sont invités à se signaler à cette même adresse ou directement à la table des assemblées. Je donne maintenant la parole à Madame Dorotsov pour procéder à l'appel nominal. Merci, Monsieur le maire. Marie Alcover. Présente. Camille Auget. Présente. Samira Bachheimer. Présente. Olivier Berzane. Présent. Romain Billard. Pascal Blache. Étienne Blanc. Françoise Blanc. Delphine Borbon. Présente. Laurent Bosetti. Présent. Yasmine Boiga. Anne Bréban-Toraval. Présente. Denis Broliquier. Pauline Bruvier-Ham. Présente. Marie-Agnès Cabot. Présente. Gauthier Chapuis. Présent. Alexandre Chevalier. Mohamed Chii. Excusez pouvoir. Gérard Collomb, excusez pouvoir à Yann Cuchera. Anne-Sophie Condemine. Laurence Croisier. Bonjour, présente. Yann Cuchera. Céline Delorence. Bonjour, présente. Béatrice de Montille. Présente. Tristan Debray. Florence Delaunay. Présente. Grégory Doucet. Présent. Adrien Drioli. Présent. Véronique Dubois-Bertrand. Présente. Fanny Dubo. Présente. Jean-Michel Duvernois. Présent. Akif Ekinci. Présent. Laura Ferrari. Marie-Noël Fréry. Béatrice Gailloux. François Genouvrier. Nadine Georgel. Emmanuel Giraud, excusez pouvoir à Sandrine Runel. Jean-Luc Giraud. Présent. Sylvain Godineau. Présent. Victoire Gouste, excusez pouvoir à Patrick Audiard. Audrey Enoch. Présente. Ludovic Hernandez. Présent. Nicolas Husson. Bonjour, présent. Georges Kepenekian. Présent. David Kimmelfeld. Présent.
Stéphanie Léger, excusez pouvoir à Philippe Prieto. Charles-Franck Lévy. Valentin Lungenstrass. Bertrand Mas. Présent. Aurélie Marat. Raphaël Michaud. Vincent Monod. Présent. Julie Nublafort. Présente. Patrick Audiard. Pierre Oliver. Présent. Marielle Perrin. Présente. Nathalie Perrin-Gilbert. Sophia Popov. Présente. Philippe Prieto. Présent. Isabelle Prin. Présente. Yvan Revel. Valérie Roch. Sandrine Runel. Jean-Yves Sécheresse. David Souvestre. Sylvie Tomic. Présente. Stéphane Vasselin. Florence Vernet-Caron. Oui, présente. Chloé Vidal. Emmanuel Vivien. Bonjour, présent. Sonia Starovtsov présente et Rémi Zinc. Présent. Merci Madame Zorodtsov. L'appel nominal étant terminé, je vous propose de prendre acte qu'à l'ouverture de la séance, le quorum fixé à 37 élus présents est atteint. Mesdames et messieurs, chers collègues, les votes en séance s'effectuent, je vous le rappelle, à main levée. Je vous remercie de lever distinctement la main afin de faciliter le relevé des votes par les services. Je vous rappelle qu'un vote effectué ne peut être modifié, la vidéo faisant foi. Un élu qui souhaiterait se déporter pour conflit d'intérêts sur l'un des rapports mis au vote de manière groupée ne lèvera pas la main et viendra signaler sa position à la DAVI. Conformément à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, j'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions prises en application des délégations d'attribution accordées aux maires et qui font l'objet du dossier numéro 2022-2131. Il s'agit notamment d'actions d'esté en justice, de conventions de vente ou encore de mise à disposition de locaux. Je vous demande de me donner acte de la communication de ce compte-rendu. Nous allons procéder au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le compte-rendu est adopté. Mesdames et messieurs, chers collègues, cher Audrey, l'édition 2022 de la Fête des Lumières a été un grand événement populaire et créatif, proposant une programmation éclectique, alliant signature internationale et talents locaux, mais également des projets inclusifs et participatifs, plébiscités par le public. Ainsi, cette année, plus de 2 millions de visiteurs ont pu, durant 4 jours, redécouvrir notre ville et rêver, rire, s'émouvoir, chanter même, ou encore s'émerveiller devant la trentaine d'œuvres présentées. Certains projets artistiques ont particulièrement retenu l'attention du public et des journalistes. C'était le cas du Grand Mix sur la place des terreaux, lauréat d'ailleurs du trophée France 3. Les 10 installations interactives au Parc Blandan ou encore les propositions artistiques au Parc de la Tête d'Or, unanimement saluées et permettant au passage à l'Armée du Salut, à travers de l'opération des Lumillons du Cœur, de récolter près de 40 000 €. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de cette belle réussite. Je pense aussi à Soi-même, une œuvre émouvante, élaborée avec de jeunes autistes et présentée dans les jardins de la Fondation Bouloukian, ainsi qu'à Bicone, œuvre participative installée dans les jardins de l'Institut Lumière dans le 8e arrondissement. Vous le savez, nous travaillons avec Audrey et avec les équipes, bien évidemment, depuis 2020, à ce que cette Fête des Lumières soit créative, inclusive et éco-responsable. Et pour ce dernier point, ce dernier axe, nous avons pu offrir une restauration Made in Lyon, de qualité, accessible, bio, locale et zéro déchet sur la place Bellecour. Et ce dispositif a été particulièrement apprécié, plébiscité même, et je m'en réjouis. Et je tiens d'ailleurs à féliciter celles et ceux qui l'ont rendu possible. Si la Fête des Lumières est un événement dont notre service public municipal peut être fier,
Il est aussi possible, grâce au concours financier ou en nature, d'une quarantaine de mécènes que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité et pour leur engagement, encore une fois, cette année. J'en profite aussi, bien sûr, même si je me doute qu'Audrey, tu ne manqueras pas de le faire, pour remercier l'ensemble des services, des agents qui se sont mobilisés à l'occasion de cette fête des Lumières. Je pense bien évidemment aux équipes de la DEA, qui travaillent depuis de nombreux mois et qui ont fait un travail formidable, mais bien évidemment aussi à tous les autres services, DLGF, police municipale, je ne vais pas tous et toutes les citer, mais nos agents et agentes ont été extrêmement nombreux à se mobiliser avec beaucoup d'enthousiasme pour faire de cette fête des Lumières un grand succès. Enfin, je vous signale que pendant 2 jours, le réseau Lucie, auquel bien évidemment Lyon participe activement, a tenu son traditionnel forum professionnel, réunissant aux subsistances plus de 150 participants venus de 20 pays différents afin de réfléchir notamment à la durabilité des festivals Lumière. Au-delà des délégations présentes au Lyon Light Festival Forum, que je viens d'évoquer, notre ville a reçu plusieurs dignitaires étrangers, des représentants de l'association 13 Vertes, dont l'objectif est de planter 2 millions d'arbres au Rojava, sont venus échanger avec les élus de la ville de Lyon sur l'aide que nous pouvons apporter à la population kurde, meurtrie par des années de conflits et résistante héroïque à l'État islamique. Le lendemain, avec mon adjointe Sonia Zorotsov, j'avais l'honneur de recevoir le président de la République de l'Artsakh, M. Harut Younan. La ville de Lyon a rappelé son soutien aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et à la nécessité d'accéder à une paix durable dans cette région. Et j'en profite pour remercier Georges Kepenekian d'avoir accompagné la délégation du président de la République d'Artsakh. Nous avons également accueilli une délégation de notre ville-sœur, Yerevan, à laquelle nous avons exprimé de nouveau notre amitié, notamment dans un contexte géopolitique et historique douloureux. Il a aussi été question de droits humains toute la journée du 10 décembre, avec comme point d'orgue l'octroi, pour la première fois, d'une citoyenneté d'honneur de la ville de Lyon à 5 personnes, dont le parcours est marqué par la défense des droits humains et la promotion des valeurs de paix, d'état de droit ou encore de solidarité. Bertha Cáceres, Lisby Élysée, Narges Mohammadi, Marc Ona Essangui et Ahmed Mansour ont été faits citoyens d'honneur de la ville de Lyon. Leurs visages et leurs noms seront affichés prochainement sur les grilles de notre hôtel de ville. Ces valeurs qu'ils défendent, que nous avons en partage, nous obligent également ici, car des idées haineuses et xénophobes sont malheureusement vociférées dans l'espace public à Lyon, chez nous. Vous le savez, l'extrême droite ne cesse de promouvoir une idéologie à laquelle notre ville, capitale de la résistance, ne peut rester indifférente. Surtout, ces groupuscules, au-delà d'une parole nauséabonde, multiplient les actes violents dans nos rues. L'existence même de locaux, tels que la Traboule ou la Gaugée, leur permet de poursuivre leurs sinistres desseins. Et c'est pourquoi j'ai demandé leur fermeture au président de la République. Cette demande est d'ailleurs transpartisane, puisque des députés de la majorité présidentielle ont formulé le même objectif. J'espère à ce sujet que le vœu présenté en fin de conseil municipal recueillera l'unanimité des suffrages, car la lutte contre l'extrême droite ne peut souffrir d'hésitation dangereuse ou de complaisance coupable. Il m'importe également d'évoquer ici, lors de ce propos liminaire, l'importance du recueil de la parole des femmes. Nous avons annoncé avec Mohamed Chi, il y a quelques semaines, la formation de l'ensemble de nos policiers municipaux pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. L'ensemble des agents seront formés d'ici 2023, plus de 80 l'ont déjà été depuis septembre et 60 de plus pour la fin de l'année 2022. L'exemplarité doit continuer de guider notre action et je remercie en ce sens l'engagement plein et entier de notre police municipale pour la tranquillité
et la sécurité de toutes et de tous. En cette fin d'année, je souhaite également avoir un petit mot pour nos commerçants, artisans, hôteliers, pour celles et ceux qui font vivre au quotidien une partie de l'âme et de l'ADN de notre ville. Merci, merci pour les efforts que nous faisons tous ensemble sur la sobriété énergétique. Merci de rendre notre ville inspirante et prospère. Je ne pourrais pas mentionner le nombre de titres que notre savoir-faire a reçus, la praline d'or à Nicolas Pépin, et pas n'importe laquelle, la meilleure du monde, ou encore le prix de la meilleure création originale, qui lui a été remis à Damien Lortola, apprenti à l'Institut Paul Bocuse. Mais ces félicitations et ce message d'amour s'adressent aussi à tous les établissements lyonnais, puisque notre ville a remporté le prix de la nouvelle destination gastronomique du guide international La Liste. C'est ce savoir-faire respectueux de notre territoire et de notre environnement que nous souhaitons valoriser. C'est même la première année qu'une allée réservée aux commerçants et artisans lyonnais met en valeur notre savoir-faire local au marché de Noël Place Carnot. Je remercie ainsi vivement mon adjointe au commerce, Camille Auget, pour la réussite du label Fabriqué à Lyon, qui compte 49 nouveaux artisans et commerçants. Notre ville est riche d'énergie et d'enthousiasme, d'envie d'agir. Et le succès de la première séquence de notre budget participatif en est une illustration. Le 24 mars dernier, la ville de Lyon lançait son tout premier budget participatif. 9 mois après, les votes ont eu lieu. Pour cette toute première édition, ce sont 110 projets proposés par les habitants qui seront réalisés sur l'ensemble des 9 arrondissements. Un projet a retenu, je l'espère, toute notre attention, la végétalisation de la place Bellecour. C'est d'ailleurs le projet qui a recueilli le plus de suffrages. On sait qu'il y a une attente forte et je mettrai toute mon énergie, sachez-le, pour que ce projet porté en premier lieu par les Lyonnaises et les Lyonnais réussisse. Enfin, la semaine dernière se sont tenues les élections professionnelles. Je veux remercier ici l'ensemble des agents qui ont œuvré pour que le scrutin se passe de la meilleure manière possible. Je veux souligner la participation qui s'est accrue par rapport au précédent scrutin pour s'élever à un peu plus de 37%. Saluer également l'ensemble des organisations professionnelles avec qui nous poursuivrons le dialogue social entamé depuis le début de ce mandat. Saluer également les élus de tous les groupes politiques qui s'investissent dans les instances paritaires qui verront leur nouvelle formule mise en place au début de l'année prochaine. Pour clôturer mon intervention, et puisque c'est le dernier conseil municipal de l'année, je veux adresser mes plus sincères remerciements à tous les membres de mon exécutif, mais également à tous les élus ici présents pour leur engagement tout au long de l'année. Le débat démocratique est vif dans cette assemblée. J'y vois avant tout le signe d'une bonne santé, même si parfois quelques accès de fièvre pourraient laisser penser l'inverse. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous pour l'énergie que vous consacrez à notre ville. Et je cède la parole à Monsieur Kimmelfeld pour le groupe progressiste et républicain. Vous avez la parole, Monsieur Kimmelfeld, pour 10 minutes. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, Monsieur le maire. D'abord, comme vous l'avez fait, je voudrais saluer les organisations syndicales. Les élections professionnelles se sont terminées le 8 décembre, je crois. Et saluer aussi les nouveaux élus dans les différentes instances. Ce résultat va venir rythmer le dialogue social finalement, je crois, se fera de ma part jusqu'à la fin du mandat. Et M. Bosetti a vu combien il était nécessaire de porter ce dialogue social et quelquefois même de l'anticiper. Monsieur le maire, vous allez une nouvelle fois, au cours de ce conseil, nous demander de valider les ambitions que vous affichez en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Nous allons notamment débattre sur la refonte du plan d'action climat, air, énergie de notre ville. Ce document ne devrait pas s'appeler Lyon 2030, inspirons le changement, mais Lyon 2026, comment garder la ville. J'avais écrit ce texte avant l'article du Monde où vous annonciez votre prochaine candidature pour 2026.
Donc, effectivement, je comprends encore mieux le sens de ce document. Nous avons là une compilation d'objectifs qui sont bon nombre louables, car qui ne voudrait pas sauver la planète, mais qui, lorsqu'on les examine dans le détail, sont en réalité beaucoup plus contestables. Ils sont en effet le résultat de vos choix politiques. Et comme choisir, c'est renoncer, nous constatons malheureusement aujourd'hui les conséquences de vos renoncements. Votre ambition est très claire. Vous avez une ligne directrice, Monsieur le maire, c'est l'urgence climatique, mais surtout montrer que seul vous portez cette urgence. Vous avez été élu sur ce seul engagement et vous sentez bien qu'aujourd'hui, ce concept vous échappe. Il est dans tous les programmes, dans toutes les décisions prises par les exécutifs, quels que soient les territoires, quelle que soit leur couleur. Récemment, vous avez même salué les annonces du président de la République pour un projet portuaire Lyon-Marseille. Et je crois aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous réjouir de l'adoption récente par l'Union européenne d'une taxe carbone aux frontières. Et vous sentez bien, Monsieur le maire, le danger, car vous êtes devenu un vrai animal politique. La dissolution de votre combat dans tous les programmes, l'urgence climatique ramenée au tronc commun, quelle que soit la couleur politique, et non plus une marque de fabrique des Verts. Votre budget, votre communication, votre nouveau plan pour inspirer le changement sont donc là pour nous dire, mais surtout pour dire à votre électorat, l'urgence climatique, c'est bien nous, et uniquement nous, et tout est sacrifié à cette urgence climatique pour en faire la démonstration. Face à cette stratégie, nous sommes en droit de nous demander l'impact réel de ces mesures, leur impact écologique, mais aussi leur impact social. Je pense par exemple à la prochaine suppression de la seconde vignette résident. Pourquoi pénaliser ainsi environ quelques 2000 familles? Certes, certaines pourront peut-être se passer de leur seconde voiture ou auront les moyens de se payer un garage, mais pour toutes les autres qui ont besoin de ces voitures dans le cadre d'une profession non sédentaire ou parce que chaque jour ils transportent du matériel qui ne tient pas dans un vélo cargo, c'est en moyenne 100 € de frais de stationnement qui viendront gréver leur budget mensuel. Tout ça, pour quel impact écologique? Vous nous en ferez sans doute la démonstration tout à l'heure dans cet hémicycle. Je pense également à la modification du plan local d'urbanisme et d'habitat que vous venez de ratifier avec de nouvelles contraintes qui organisent la raréfaction de l'habitat intermédiaire et qui contraint tellement la production de logements qu'elle ne peut qu'en accentuer les coûts et favoriser l'étalement urbain en périphérie de notre agglomération, Monsieur Michaud. Enfin, que dire du nouveau projet de territoire que vous avez récemment conclu avec la métropole et qui consacre 75% sur les 30 millions qu'englobe ce projet aux trams verts et bleus et pas un centime sur l'axe de logement de ce pacte, ni sur les volets sociaux. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais votre propre adjointe, qui n'est pas encore arrivée, mais qui ne va pas tarder, je suppose, aux affaires sociales, Madame Runel, qui émettait des réserves et des regrets en Conseil de la métropole au nom du groupe socialiste il y a quelques mois. De nombreux Lyonnais et Lyonnaises, comme tous les Français, sont directement impactés par la crise énergétique actuelle. Elle s'ajoute aux difficultés que nombre d'entre eux ont déjà rencontrées pendant 2 ans de crise liée au Covid, tandis que l'inflation inquiète tous les économistes et pèse sur tous les ménages. Tant que les énergies décarbonées seront plus chères, nous ne pouvons pas exiger de nos concitoyens la même chose sur la transition écologique, quels que soient leurs revenus, et je ne parle uniquement pas des plus précaires, qui n'ont ni toit ni emploi, et pour qui vous avez une attention particulière, je vous en donne crédit, et c'est tout à fait respectable. Je parle ici des travailleurs modestes et des classes moyennes. Car soyons honnêtes, qui a aujourd'hui les moyens de manger bio, d'abandonner le Made in China pour vêtir ses enfants en coton bio local et de remplacer son diesel par une voiture électrique? Même pour les classes moyennes, c'est impossible et seuls les plus aisés ont le luxe de se payer une bonne conscience. Au final, forcer ces décisions créera une crise pour les plus modestes et pour les classes moyennes. La sobriété volontaire pour les uns devenant ainsi la privation pour les autres. Alors jusqu'où devons-nous sacrifier la génération actuelle pour les générations futures? Je ne suis pas là pour jouer les alarmistes. Je pense au contraire que nous avons tous collectivement le pouvoir de préserver cet équilibre qui doit dicter nos politiques publiques au service de tous. Et vous pouvez, Monsieur le maire, rétablir cet équilibre entre la fin du monde et la fin de mois. Sur un dossier comme celui de la tarification des transports en commun, acceptez-vous, avec nous, de poser la question de la gratuité sans a priori ni position dogmatique,
mais pour envisager toutes les pistes d'amélioration, comme le vous demande un certain nombre de groupes ici de votre propre majorité. Comme d'autres maires de cette métropole et certains groupes de votre majorité à la métropole, oserez-vous infléchir cette ZFE afin qu'elle ne laisse personne sur le bord de la route et soit à la hauteur des enjeux en matière d'accompagnement, mais aussi d'alternatives? Aussi, refuserez-vous les contrôles tant que les alternatives pour les plus modestes ne sont pas en place, comme l'ont demandé un certain nombre de groupes de votre majorité à la métropole il y a quelques jours? Pour la seconde vignette résident, acceptez l'idée de permettre des dérogations pour celles et ceux qui n'ont pas le choix que d'utiliser un second véhicule pour se rendre au travail. Allez-vous clairement renoncer à augmenter les impôts pour 2023 en décalant quelques projets de votre mandat à l'impact écologique au regard de l'impact social d'une augmentation de la fiscalité? Monsieur le maire, jusqu'où faut-il sacrifier les conditions de vie des générations présentes modestes pour assumer nos responsabilités sur le climat envers les générations futures? À quel moment l'objectif climatique reste-t-il compatible et admissible avec la justice sociale? Au vu de ce conseil municipal qui va se dérouler sous nos yeux, permettez-nous de douter de votre capacité à ne pas rompre cet équilibre. Monsieur le maire, une politique teintée et empreinte d'humanité et d'humanitaire, aussi respectable soit-elle, ne fait pas une bonne politique sociale. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Cuchera, c'est à vous pour 10 minutes. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et Messieurs les élus, en ce début de séance, j'aimerais à mon tour ouvrir mon propos en saluant la fin des élections professionnelles. Nous remercions les organisateurs et félicitons vivement les nouveaux élus. J'ai bien entendu aussi une pensée pour toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de la Fête des Lumières. Je veux donc ici remercier chaleureusement, au nom de notre groupe, les artistes, les techniciens, les services de la ville, les forces de sécurité et bien évidemment les différents partenaires qui ont cofinancé cet événement. Par leur talent, leurs compétences et leurs engagements, tous ont rendu possible l'édition 2022 de notre magnifique fête. Vous remerciez également, Monsieur le maire, ainsi que vous, Madame la première adjointe, de prolonger cette tradition. Parce que cette fête, c'est notre histoire, notre héritage commun, elle fait partie de notre ADN et il est essentiel qu'elle continue à se dérouler année après année dans une atmosphère féerique et apaisée. C'est la raison pour laquelle je défendrai toujours une fête des Lumières non politisée, tournée vers l'intérêt exclusif des Lyonnais. Un point de vigilance toutefois, quand j'entends que vous parlez de décroissance au Lyon Light Festival Forum comme perspective donnée à cette fête. J'espère toutefois que cette édition aura été pour tous les membres de cette Assemblée, plus largement pour tous les habitants et tous les visiteurs venus pour l'occasion, un moment de joie, d'émerveillement et surtout de rassemblement. Ces moments de rassemblement sont précieux et nous devons les préserver. Et toujours combattre ceux qui tendent à leur nuire. C'est la raison pour laquelle, notamment, nous avons souhaité nous associer à vos vœux pour lutter contre les groupuscules d'extrême droite. Cette fête, nous en avions grand besoin, car 2022 fut riche en polémiques et divisions. En ce dernier conseil de l'année, Monsieur le maire, je crois qu'il est donc temps pour vous d'enfin nouer une relation apaisée avec les Lyonnais. Il faut dire que tout au long de l'année écoulée, vos actions et vos discours nous ont donné l'impression qu'à défaut d'être au service de vos administrés, vous étiez plutôt en conflit avec eux. L'explication provient peut-être de votre réflexe permanent consistant à contraindre plutôt qu'à convaincre. Dès le début de l'année, votre gestion de la ZFE nous en apportait la preuve avec un calendrier malhabilement accéléré, du mépris pour les plus modestes faute d'un accompagnement social à la hauteur et une faible volonté d'informer la population sur ce qui les attendait. Plus récemment, la requalification de l'avenue des Frères Lumière démontrait de nouveau votre goût pour le passage en force et le dialogue de sourds. Votre projet, faisant fi des remontées citoyennes, des alertes des commerçants et même de vos propres études, est parvenu à faire consensus contre lui. La lettre du collectif Sauver mon plaisir en constitue un triste témoignage. Lorsqu'on examine votre méthode, ce sentiment que vous êtes en conflit avec les Lyonnais se renforce. Vous alternez entre menaces d'impôts, opérations de communication soigneusement ciblées et culte du secret. Vous expliquiez en effet à la radio le 23 novembre dernier que vous envisagiez prochainement des ajustements de la taxe foncière. Vous ne renoncez donc pas à reporter sur les Lyonnais les fortes compensations de la conjoncture économique ainsi que de vos choix budgétaires, alors qu'ils ne sont responsables ni de l'un ni de l'autre. Je poursuis avec votre tendance obsessionnelle à surcommuniquer en agissant trop peu. L'exemple de la politique nature en ville
est le plus révélateur. On se souvient des chiffres fracassants égrenés tout au long de l'année. Mais le résultat de terrain est sans appel. La reconquête foncière du végétal sur le minéral est à l'arrêt. Un comble pour une majorité emmenée par les écologistes. Quant à votre culte du secret, j'entends par là que vous travaillez systématiquement de façon cachée, comme si vous aviez peur de dévoiler vos véritables intentions. Votre gestion du budget participatif le montre bien. Lorsqu'on s'inquiète de savoir si vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour que le dépôt de projet et les votes ne soient pas biaisés, vous ne répondez pas, alors même que la consultation métropolitaine sur le règlement local de la publicité a été dévoyée par des centaines de commentaires pirates. L'audit sur la vidéoprotection a aussi été un témoignage accablant en ce sens. 2 années de procrastination et de faux-semblants pour découvrir qu'il n'avait jamais eu lieu. C'est précisément ce genre de situation qui nous a obligés à demander la création d'une mission d'information et d'évaluation. Elle sera l'occasion, je l'espère, d'un changement d'approche sur les questions de tranquillité publique et d'une transparence sans apparat. Mais une fois de plus, vous me pardonnerez d'être pessimiste quand je lis vos déclarations dans la presse, selon lesquelles vous réfléchissez à muscler votre politique de sécurité après presque 3 années d'incidents graves, d'alertes citoyennes et d'interpellations politiques. Je crains que vous n'ayez toujours pas compris. Nous y reviendrons durant ce conseil. Le temps de l'incantation et du culte du secret doit cesser. Un exécutif véritable, responsable, ne se cache pas. Il propose ses initiatives, les explique clairement et assume ses choix, mais surtout, il agit. Cette majorité NUPES ne cesse de brandir des rapports rédigés par des agences de notation louant une bonne gestion financière et un dynamisme économique. Voilà que l'extrême gauche se réjouit de l'analyse dressée par les chantres du capitalisme. On notera au passage l'ironie la plus totale de cette situation. Tout ce que vous nous reprochiez précédemment dans l'annonce de ces chiffres, aujourd'hui vous les faites vôtres. Pour autant, cet exécutif profite surtout de la dynamique initiée par les équipes qui l'ont procédé. Mais cette dynamique ne pourra bientôt plus durer car cette majorité n'envoie que des signaux négatifs au monde économique. Je pense ici particulièrement à nos restaurateurs, nos commerçants et nos forains. Alors que les conséquences de la pandémie sévissent toujours et que l'inflation grimpe, alors que leurs conditions de travail sont déjà difficiles, vous avez choisi de ne pas les aider et de rendre encore plus dur leur quotidien entre l'augmentation de la tarification des places de marché et celle de l'occupation commerciale du domaine public. Du reste, qu'avez-vous prévu pour les associations et clubs sportifs qui subissent de plein fouet l'augmentation vertigineuse des coûts des fluides ? Plusieurs alertes sont déjà remontées et nos bénévoles sont inquiets de la situation à laquelle ils ne pourront faire face sans l'aide de la ville. C'est dans les périodes de crise qu'on se rend compte de l'efficacité de notre action. Force est de constater que vous avez failli. En matière de sécurité, je l'évoquais, mais également en matière de mobilité. Les chutes de neige de ce début de semaine ont semé le chaos, alors même qu'elles avaient été annoncées. Un manque d'anticipation regrettable qui aura sclérosé la ville et causé bien des tracas aux Lyonnais. Alors il serait peut-être temps d'arrêter de vous épancher inlassablement sur la politique nationale et d'en critiquer ses moindres recoins pour vous centrer pleinement, exclusivement même, aux intérêts de cette ville et de ses habitants. Arrêtez de travailler caché dans votre coin pour créer, par exemple, une société publique locale de construction, dont nous parlerons tout à l'heure, sans y associer les différents groupes d'opposition. Tout comme le déploiement de la ZFE, dont vous avez littéralement torpillé l'acceptabilité en agissant sans assumer, sans expliquer ni informer. Arrêtez d'imposer aux Lyonnais votre vision de la société jusque dans leur assiette et laissez-leur leur propre libre arbitre. Les Lyonnais aspirent juste à une légitime tranquillité publique, à se loger convenablement, à se déplacer efficacement, à travailler décemment et à se nourrir sainement ou encore à se divertir. En résumé, à vivre libre et heureux. En cette fin d'année, c'est la liste que j'adresse au Père Noël. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Droite, Centre et Indépendant, Monsieur Oliver, c'est à vous pour 10 minutes. Monsieur le maire, chers collègues, en ce début de séance, quelques mots sur la fête des Lumières qui s'est achevée dimanche soir. Comme pour chaque édition, les avis divergent sur les œuvres présentées et c'est normal, c'est même souhaitable car les goûts et les couleurs ne se décrètent pas et chacun a une perception différente. C'est là la richesse de la nature humaine. Si les installations des terreaux de la cathédrale Saint-Jean, de la roseraie du parc de la Tête d'Or ou de la basilique Fourvière ont ravi ou amusé les spectateurs, il est vrai que celles des Célestins, des Jacobins ou de Bellecour les ont peut-être laissés plus dubitatifs. Que dire de la ville à hauteur d'enfant avec sa vitrine au parc Sergent-Blandan alimenté par de bons groupes électrogènes tournant au diesel. Finalement, vous n'êtes pas mieux que l'État qui, en février, pendant la présidence française de l'Union européenne,
avait mis des groupes électrogènes semblables à la préfecture pour recharger les véhicules électriques des ministres des Affaires étrangères et de la Santé. Mais à part ça, continuez de nous présenter des délibérations sur l'urgence climatique ou, comme dans ce Conseil, sur un protocole avec la SNCF ou Lyon 2030. Nous avons déjà évoqué par le passé le décalage qu'il pouvait y avoir entre les discours de cette majorité et ses actes. Cet exemple en est une illustration parfaite. Je voudrais surtout remercier l'engagement de tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette fête des Lumières, et plus particulièrement les services de sécurité et de secours. Leur professionnalisme a permis d'éviter des catastrophes, comme jeudi soir, quand un ressortissant albanais armé d'un pistolet a été interpellé au métro Guillotière, alors qu'il avait tiré précédemment sur un de ses compatriotes au point du jour. Je pourrais parler aussi de ce pompier agressé en portant secours sur les pentes dans la nuit de vendredi à samedi. Que dire de la bêtise de ceux qui se prétendent supporters de foot et qui pensent que manifester sa joie doit nécessairement passer par la bêtise et la violence? Quand samedi, en début de soirée, sur les quais du Rhône, à 50 mètres d'ici, des individus tiraient depuis leur voiture des feux d'artifice et qu'un piéton a vu son blouson prendre feu, on ne peut que s'interroger. Est-ce juste de la stupidité ou bien y a-t-il une volonté de détruire et de faire mal? Heureusement que la préfecture avait fait le choix d'interdire la circulation sur l'axe nord-sud, sinon nous aurions pu avoir des incidents nettement plus importants. Mais il est tout de même assez incroyable que les autorités soient obligées, comme hier soir, d'interdire des zones à la circulation pour éviter des débordements. Ainsi en était-il de Bellecour, la Guillotière, les quais du Rhône et de la Saône. Il ne me semble pas que cela se passe de la même manière dans d'autres pays. Malheureusement, ces mesures n'ont pas suffi à éviter la violence de groupuscules extrémistes sur la place Bellecour au cœur de notre ville. Nous les condamnons sans réserve et espérons qu'avec la vidéosurveillance, d'autres protagonistes pourront être interpellés et déférés devant la justice. Nous renouvelons ici toute notre confiance dans les forces de police et en la justice pour que ces sinistres individus soient mis hors d'état de nuire au plus vite. Ces événements doivent nous interpeller par exemple sur le rôle des réseaux sociaux face à la crédulité de certains qui reçoivent ainsi des messages sans filtre, mais également sur les discours violents d'hommes et de femmes politiques, et ce, quel que soit leur bord. Car à attiser les haines, on ne peut que récolter la tempête. Je crois que nous devons être d'une vigilance de tout instant, Monsieur le maire, et ne laisser rien passer. Mais nous avons l'impression que c'est dans certains cas compliqué pour vous, et je vais l'illustrer. Lors de notre dernier conseil, Romain Billard vous a demandé de condamner les actes perpétrés dans les musées contre des œuvres d'art par ces militants qui se revendiquent de l'écologie. Pas de réponse de votre part. Dernièrement, au moins dans le 6e et le 2e arrondissement, des activistes écologistes s'en sont pris aux décorations de Noël posées et financées par les commerçants. Pas de réaction de votre part. Il s'agit là de violences. Les condamnez-vous, oui ou non? Votre majorité les condamne-t-elle, oui ou non? Est-ce que dès lors, une certaine violence à connotation politique, si tant est qu'on puisse la qualifier ainsi, est acceptable et acceptée par vous et votre majorité? Nous ne croyons pas, Monsieur le maire, que l'indignation et la condamnation puissent être sélectives. C'est une différence majeure que nous avons avec vous. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la gauche sociale écologique, le groupe Lyon en commun et le groupe Les écologistes, Madame Georgel, c'est à vous pour 10 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, paraphrasant Shakespeare, Libération débutait récemment un de ses articles consacrés à l'extrême droite totalement décomplexée, à Lyon notamment, de la manière suivante. Il y a quelque chose de pourri au Royaume de France. Les mots sont forts, mais le sentiment de dégoût l'est tout autant ce matin. Hier soir, après le match âprement disputé entre le Maroc et la France, on s'attendait à une belle fête dans notre ville. Qu'avons-nous vu à la place? Des équipés sauvages de l'extrême droite et de l'ultra-droite, cherchant ni plus ni moins, et je vous prie d'excuser l'emploi de ce terme détestable, la ratonnade. Il y a moins d'une semaine, le 8 décembre, date particulièrement chère au cœur des Lyonnais, les forces de police ont dispersé des militants d'extrême droite alors qu'ils infiltraient la traditionnelle procession vers Fourvière et commençaient à déployer leurs banderoles.
Comme les années précédentes, la préfecture avait interdit un cortège spécifiquement organisé par l'extrême droite ce jour-là. Et donc, comme les années précédentes, l'extrême droite a fait fi de cette interdiction, comme elle fait fi de la loi. Quelques jours avant, les 4 et 5 décembre, les militants d'extrême droite étaient déjà à l'œuvre dans le 5e pour intimider et frapper. 2 militants qui tractaient pacifiquement à la station Vieux-Lyon ont ainsi été violemment agressés, entraînant une ITT de plusieurs jours. L'un d'eux, âgé de seulement 18 ans, s'est retrouvé à l'hôpital avec le visage fracturé, plusieurs dents cassées. Il raconte que ses agresseurs ont essayé d'écraser sa tête contre le sol avec leurs chaussures. Lors de cette agression inacceptable, une de nos élus, en l'occurrence Marielle Perrin, membre de notre Assemblée et présente aujourd'hui, a également été bousculée. À cet exemple de violence gratuite s'ajoutent d'autres actes, particulièrement nombreux en cet automne, par exemple, notamment lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes. Reprenant les propos de votre lettre, Monsieur le maire, au président de la République, cette recrudescence inacceptable des faits de violence revendiqués par les mouvements d'extrême droite et d'ultra-droite alerte et inquiète les élus. Qu'ils soient de la majorité ou pas, qu'ils soient élus d'arrondissements, municipaux, métropolitains ou députés de nos circonscriptions, ces actes inquiètent aussi la population. Nous avons une pensée particulière pour les commerçants, habitants et associations où sévissent ces militants d'extrême droite, eux qui ne veulent pas que leur quartier soit associé à ces actions et qu'ils condamnent. Les propos haineux, xénophobes, machistes n'ont pas leur place dans notre ville, encore moins dans l'espace public. Le racisme, le sexisme, l'homophobie ne sont pas des opinions. Ce sont des délits et même parfois des crimes. Et à ce titre, ils doivent être condamnés et punis. De nombreuses voix appellent le gouvernement à prendre des mesures fortes pour éviter la reconstitution de groupes factieux déjà dissous, pour fermer les lieux d'embrigadement, tels ceux situés montée du Change, pour faire cesser les discours haineux, discriminatoires et xénophobes, et pour lutter contre ces violences gratuites perpétrées par les ennemis de la démocratie. Nous en reparlerons en fin de séance avec le vœu présenté par la quasi-totalité des groupes politiques de cette Assemblée. Depuis 2020, la ville n'a pas ménagé ses efforts pour faire cesser ces maux. Je salue ici le travail entrepris par la majorité autour de Madame Delaunay et Monsieur Chéhy pour activer les leviers à notre disposition, qu'il s'agisse de mesures de police administrative concernant les ERP notamment, de signalements répétés au procureur sur la base de l'article 40 du Code pénal, d'effacement systématique des tags haineux dans nos rues ou de déconstruction des modèles de masculinité toxique exacerbés par l'extrême droite. Ce dernier point est par exemple au cœur de l'organisation de la Semaine des Fiertés de la mairie du 5e. Semaine des Fiertés qui est avant tout une manifestation, une réaction pacifique et joyeuse à une violence insupportable. Lors de cette première édition de cette Semaine des Fiertés, nous avions par exemple organisé une représentation de la pièce d'Hector Escola, une journée particulière à quelques dizaines de mètres à peine du QG des identitaires. Mais il appartient désormais au gouvernement d'agir, comme il l'a fait pour la dissolution de Génération Identitaire. Agir pour que Lyon retrouve sans ambiguïté son identité humaniste et renoue avec sa tradition de respect des cultures et des religions qui font la richesse de notre ville. Agir pour que les élus puissent être libérés de cette inquiétude latente mais permanente qui accompagne chaque manifestation ou événement. Agir enfin pour que les habitants et visiteurs de Lyon
ne soient ni inquiétés ni violentés pour leurs opinions, leurs origines, leur genre, leur orientation sexuelle ou leur religion. Agir, finalement, pour que la loi, nos principes fondamentaux et notre devise soient respectés. Je vous remercie. Merci, Madame la maire. Nous passons maintenant à l'examen du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes relatif au comité des œuvres sociales de la ville de Lyon. Ce rapport vous a été transmis avec la convocation à notre séance publique. Chacun a donc pu en prendre connaissance et en application de l'article L. 243-6 du Code des juridictions financières, ce dossier donne lieu à débat. Je donne la parole à Laurent Bosetti pour en assurer la présentation. Cher Laurent, c'est à vous. Merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et tous. En effet, la Chambre régionale des comptes a opéré cette année un contrôle sur l'activité du comité des œuvres sociales, donc l'association des personnels municipaux. Et ce contrôle a porté aussi sur la ville de Lyon dans sa relation partenariale avec cette association, puisque en tant qu'employeur, nous avons fait le choix de subventionner le COS pour porter une partie de notre politique sociale au bénéfice des agents, soit environ près de 3 millions d'euros sur l'année 2022 de subvention. Le contrôle de la Chambre régionale des comptes portait sur la période allant de 2015 à 2021 et le rapport définitif qui nous a été transmis donc début décembre vous est proposé aujourd'hui pour information, pour débat, et il sera également présenté au conseil d'administration du COS ce vendredi. Alors le rapport compte plus de 80 pages d'analyse et émet un certain nombre de recommandations. Que faut-il retenir ce matin comme conclusion principale? D'abord, que le COS fonctionne globalement bien, et c'est plutôt rassurant. Le comité des œuvres sociales propose aux agents un catalogue très riche en prestations sociales. Je cite la Chambre régionale des comptes: l'immense majorité des adhérents demandent au moins une prestation par an en plus du bon de Noël, ce qui témoigne d'une adéquation avec leurs besoins. La Chambre régionale des comptes pointe également la solidité financière de l'association, c'est important, et elle rappelle aussi son indépendance, puisque les représentants du personnel y sont bien majoritaires et pèsent véritablement dans les décisions du conseil d'administration. Le rapport de la Chambre régionale des comptes énumère également des ajustements à opérer: formaliser la procédure d'adhésion des agents, veiller au respect de la protection des données, travailler à une plus juste représentation des établissements publics qui sont adhérents au COS dans le conseil d'administration, mieux encadrer aussi la procédure d'achat, veiller à des effectifs suffisants pour ne pas fragiliser l'activité du COS. Autant de recommandations précieuses qui nous sont donc formulées par l'institution. Alors, Monsieur le maire de Lyon et Monsieur le président du COS, qui ont été interrogés, eux, à l'occasion d'un rapport intermédiaire par les magistrats, ont répondu qu'ils corrigeraient l'ensemble des irrégularités constatées par la Chambre régionale des comptes de manière à respecter scrupuleusement leurs obligations légales et réglementaires. Par ailleurs, nous allons aussi engager avec le COS, en tant qu'employeur, un dialogue plus approfondi ces prochaines semaines sur les recommandations qui sont non réglementaires de la Chambre régionale des comptes, c'est-à-dire celles qui nous suggèrent ou nous invitent à des réflexions d'organisation ou de gestion, sans pointer pour autant des irrégularités. Donc nous avons convenu de ce débat avec les représentants du personnel au premier trimestre 2023 à l'agenda social. J'en viens à ce qui me paraît être le point le plus sensible de ce rapport, à savoir l'illégalité de la prime retraite. Depuis des années, le comité des œuvres sociales versait une prime aux agents municipaux à leur départ en retraite, qui était fonction de leur indice de rémunération et de leur nombre d'années de service. La Chambre régionale des comptes estime que la prime retraite est un complément de revenu illégal, pour les citer, car aucune disposition réglementaire ne l'autorise, ni au COS, ni à la ville de Lyon par ailleurs. Le COS est donc tenu de supprimer la prime retraite sous peine d'engager la responsabilité pénale de son président pour abus de confiance et ou détournement de fonds publics.
Il en va de même pour le maire de Lyon, dont la responsabilité peut aussi être recherchée pour détournement de fonds publics, comme celle des agents publics qui sont aussi en charge du contrôle de ces flux budgétaires. Pour toutes ces raisons, le président du COS a fait savoir à la Chambre régionale des comptes qu'il ne verserait donc plus la prime retraite après délibération du rapport de la CRC. Et du côté de l'employeur, nous regrettons bien sûr la disparition d'un élément qui était très fort dans la politique sociale, qui visait à gratifier les agents en fin de carrière. Mais du coup, nous avons indiqué dès le mois d'octobre que les 600 000 € annuels qui étaient alloués à la prime retraite seraient bien reversés à l'euro près, mais sous une autre forme, au bénéfice des agents municipaux. Nous faisons le choix d'injecter ces 600 000 € de prime retraite dans la politique santé et prévoyance au bénéfice des agents. Dès le 1er janvier 2023, l'employeur va ainsi prendre en charge 50% des hausses tarifaires des mutuelles. 4 500 agents actifs vont bénéficier de cette participation budgétaire. La question de la santé et de la prévention de l'usure professionnelle constitue en effet, vous le savez, une des priorités fixées dans notre pacte social. Pour autant, notre action sociale en direction des retraités demeure importante. Je rappelle que notre comité des œuvres sociales, contrairement à d'autres comités des collectivités voisines, est bien ouvert aux agents retraités, donc il conserve des prestations sociales et des tarifs avantageux. Nos retraités constituent d'ailleurs 20% des adhérents du COS, soit plus de 2300 agents retraités aujourd'hui bénéficiaires. Et de la même manière, nos agents retraités peuvent rester affiliés à la mutuelle santé et à la mutuelle prévoyance de la ville de Lyon, de manière à bénéficier de tarifs négociés, et aussi, je le précise, à l'absence de questionnaire médical, c'est important. Nous leur garantirons par ailleurs des tarifs gelés pour les années 2024 et 2025 à la mutuelle. Voilà ce que je voulais retenir ce matin pour les principales conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes. Je terminerai mon propos en remerciant les membres du conseil d'administration du COS, le président, Bertrand Mas, bien sûr, les élus qui y siègent, et évidemment les représentants du personnel qui y sont fortement investis. Donc merci pour votre engagement dans la vie de cette association. Un remerciement aussi tout particulier, surtout, pour toute l'équipe administrative du COS, qui est une petite équipe et qui ne ménage pas ses efforts pour tenir la barque à flot, sachant que les prestations sont nombreuses et les agents très demandeurs, donc que cette équipe en soit vivement remerciée. Les magistrats de la CRC ont salué à travers ce rapport une structure qui est plutôt bien gérée et qui répond pleinement à sa vocation sociale. Merci, Monsieur Bosetti. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Très bien. Je mets donc ce dossier aux voix pour attester de sa communication au conseil municipal et de la présentation de M. Bosetti. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Acte est donné de la présentation de ce rapport. Merci, cher Laurent. Conformément à l'article L. 2511-12 du Code général des collectivités territoriales, nous passons maintenant aux questions des conseils d'arrondissement. Nous examinons aujourd'hui les questions des 7e, 8e et 9e. Et pour la première question, Madame la maire du 7e, chère Fanny, c'est à vous. Merci. Monsieur le maire, cette question vous est posée par les élus du 7e arrondissement, mais également par le Conseil de la vie associative et locale qui nous a saisis lors de notre dernier conseil d'arrondissement, et enfin par un collectif de riverains avec qui nous sommes fréquemment en contact, les riverains du quai Claude Bernard. Le 7e arrondissement est bordé par les berges de la rive gauche du Rhône, depuis le port Édouard Herriot et le parc de Gerland jusqu'au pont de la Guillotière. Ces berges, qui ont bénéficié d'aménagements au fil des années, offrent des ambiances variées au bénéfice de nombreux usages. Sportifs, promeneurs, cyclistes, amoureux de la nature, petits et grands, profitent ainsi des quais bas qui connectent le fleuve à la ville. Indéniablement, ces berges attirent les visiteurs et touristes pour le panorama qu'elles offrent sur la cité lyonnaise. Un certain nombre de ces visiteurs arrivent par bateau de croisière. Vous voyez où je veux en venir. Si le fleuve peut bel et bien être un moyen pour découvrir la ville, force est de constater que ces bateaux de croisière peuvent également être source de nuisances, et c'est le cas quai Claude Bernard dans le 7e, où jusqu'à 6 bateaux peuvent séjourner en même temps.
Concernant les nuisances, on note tout d'abord la question de la pollution atmosphérique, puisqu'à ce jour, les bateaux ne sont pas raccordés au réseau électrique et fonctionnent sur groupe électrogène. On parle aussi de nuisances sonores avec le moteur des bateaux, la climatisation et aussi des questions de partage de l'espace public, puisque souvent les cars stationnés en double fil et, soit dit en passant, avec le moteur allumé, viennent perturber l'organisation des quais où se croisent cyclistes, piétons et donc touristes des bateaux de croisière. Cette cohabitation entre activités portuaires et la vie quotidienne des Lyonnaises et des Lyonnais est aujourd'hui difficile. Je dis aujourd'hui, mais ça fait de nombreuses années que ça dure, et elle doit, selon nous, être accompagnée. L'accueil des touristes est essentiel à Lyon, mais il ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie des habitants du 7e arrondissement. Nous vous savons préoccupés par le sujet, Monsieur le maire, Monsieur Lungenstrass, Madame Tomic, et nous savons que vous êtes en lien avec la métropole et Voies navigables de France sur cette question. Nous profitons donc de ce conseil municipal pour vous interroger sur les mesures concrètes qui vont être prises pour réduire les nuisances dues aux bateaux de croisière du quai Claude Bernard et espérons que les croisiéristes prendront le virage d'un tourisme plus durable et au service de l'économie locale. Je vous remercie. Merci Madame la maire. Monsieur Lungenstrass, je vous cède la parole pour répondre. Merci beaucoup. Merci d'abord pour la question que j'adresse évidemment aux élus du 7e arrondissement, mais aussi au Conseil de la vie associative du 7e arrondissement. Je souhaitais commencer par souligner le travail partenarial particulièrement constructif et régulier que nous menons avec Voies navigables de France sur toutes les questions relatives au fluvial et à nos deux cours d'eau. Ça concerne évidemment aussi les paquebots touristiques qui sont d'une certaine manière le symbole de l'attractivité touristique aussi de notre ville. Ils arrivent en plein centre, ils y ont toute leur place pour arriver et faire profiter effectivement les visiteurs de notre belle ville. Par contre, vous avez raison, il y a très nettement, sans remettre en cause fondamentalement les choses, des améliorations significatives à apporter au fonctionnement de ces paquebots touristiques qui se trouvent dans notre ville. Je pense qu'on a un engagement effectivement d'abord collectif, qui est porté par l'ensemble des acteurs, vous l'avez mentionné, qui est fortement souhaité aussi par la mairie du 7e arrondissement et les riverains, d'électrifier en priorité les quais et arrêter l'utilisation justement des groupes électrogènes aujourd'hui utilisés par les paquebots. C'est source de pollution sonore, source de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, c'est quelque chose qu'il faut effectivement transformer. Voies navigables de France a pu lancer justement il y a quelques mois un marché de leur côté pour des aménagements sur le bassin fluvial de bornes électriques justement sur un certain nombre de quais et notamment sur les quais du 7e et du 2e arrondissement. Le quai Claude Bernard en fait naturellement partie. Nous en sommes à un stade effectivement assez avancé et donc nous aurons des travaux dès l'année prochaine sur ces quais-là pour une mise en route opérationnelle de ces bornes électriques dans moins d'un an aujourd'hui. On aura évidemment un aspect important que vous avez souligné dans votre question qui est celui de la communication aussi, notamment à destination des riverains. Mais je pense que très probablement on fera aussi une communication in situ parce que naturellement les berges du Rhône sont un espace où, j'ai envie de dire, l'intégralité des Lyonnaises et des Lyonnais, voire plus, s'y retrouvent à un moment donné ou à un autre. Et donc c'est normal d'expliquer aussi pourquoi ces travaux d'électrification auront lieu. Ce qui est intéressant avec le marché que Voies navigables de France a pu lancer, c'est qu'il y aura aussi un régisseur qui va être présent justement sur les quais pour justement en fait coordonner les actions, pour être l'interlocuteur principal, que ce soit des paquebots, des autocaristes, des riverains, des élus évidemment, et donc qui pourra faire ce rôle d'ensemblier, j'ai envie de dire, pour améliorer la situation. On pourra également avoir au premier semestre 2023 une réunion de proximité, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des acteurs, mais en particulier évidemment les riverains pour rentrer dans le détail et évoquer plus précisément ces sujets-là.
Vous avez également évoqué les questions de sécurité sur les berges qui sont évidemment primordiaux. Il y a notamment une question réelle de partage de l'espace public sur ces berges-là, avec un impact non négligeable de la collecte des déchets qui est faite aujourd'hui par voie terrestre. Là aussi, il y a des nouveautés depuis quelques mois, vu qu'une bonne partie des paquebots est maintenant collectée pour les déchets ménagers par voie fluviale, justement avec le bateau Zoulou. Donc c'est une bonne avancée et d'ici quelques mois, j'ai bon espoir qu'on soit à 100% des paquebots et péniches qui soient collectés justement par la voie fluviale, ce qui va limiter déjà les usages et les conflits sur les berges. On a sur les berges une voie verte, donc un espace partagé entre les piétons et les cycles. Ça doit bien rester cet espace de balade et de loisirs tel que c'est aujourd'hui. On aura forcément une réduction déjà des conflits, ce que je disais, grâce à ces avancées en matière de déchets. Il y a malgré tout un certain nombre de services qui sont autorisés à accéder au quai, des services de propreté aussi, un certain nombre de cars lorsque les visiteurs possèdent des bagages, des valises. Donc il y a une attention particulière à avoir sur les conditions effectivement de ces accès tant qu'ils se font pour des raisons très fonctionnelles. Je souhaite même qu'on puisse aller plus loin d'ailleurs sur ce sujet. L'approvisionnement en carburant se fait aussi par voie terrestre aujourd'hui et d'ailleurs pas franchement en circuit court, si on peut utiliser ce terme pour les carburants. Là aussi, on est en discussion avec Voies navigables de France qui a des pistes justement pour avoir un approvisionnement aussi par voie fluviale des carburants et là aussi limiter un peu les impacts de cet approvisionnement qui se fait aujourd'hui d'une manière très lointaine. C'est d'ailleurs aussi le cas sur la question alimentaire où ce sont aujourd'hui des camions qui viennent du nord de l'Europe qui approvisionnent en nourriture les paquebots, ce qui est évidemment parfaitement incompréhensible, alors que nous sommes dans un territoire phare en matière de gastronomie et d'agriculture. Donc là aussi, on a effectivement un travail à faire et je ne doute pas que le régisseur, avec l'ensemble des acteurs, nous permettra d'avancer sur cette question-là. Enfin, je voulais aborder la question de l'aménagement de la voie lyonnaise 1. Donc on se place sur le quai haut Claude Bernard. On a évidemment pris en compte avec nos collègues de la métropole le besoin justement en car. Par contre, il y a un vrai enjeu, celui de faire respecter la réglementation de ces emplacements de car, parce qu'il faut le rappeler peut-être, ce sont bien des emplacements à cet endroit de courte durée et non pas du longue durée. Et du coup, on a déjà pu faire intervenir d'ailleurs la police municipale pour faire respecter ces règles-là, mais aussi éviter les questions de double fil ou de moteurs allumés qui sont effectivement des nuisances pour les riverains immédiats. On continuera évidemment avec mon collègue Mohamed Chi à envoyer la police municipale pour réguler cet usage-là de l'espace public. Mais d'une manière générale, d'ailleurs, sur les autocars, je souhaite qu'on aille plus loin dans le mandat et qu'on retravaille le schéma des autocars d'une manière générale, et en particulier sur les emplacements longue durée qui, selon moi, aujourd'hui dans la ville, ne sont pas satisfaisants. Et donc, les autocaristes qui sont présents, avec différents usages, d'ailleurs, différents besoins, eh ben, ils ont ce besoin d'avoir aussi des emplacements longue durée. C'est légitime, mais il faut du coup les accompagner sur ce sujet. Ça n'a pas suffisamment été fait précédemment. Donc voilà, comme vous le voyez, le tourisme durable, j'ai envie de dire, et responsable est à portée de main. On a des réelles avancées qui sont déjà crantées, on a des choses qui vont encore arriver. Cela permettra de réduire les nuisances pour les habitants, moins de bruit, moins de pollution, moins de saturation de l'espace public, et je pense qu'on avancera ensemble avec ambition et motivation. Je vous remercie. Merci, cher Valentin, et merci pour la question du 7e arrondissement. Je donne la parole maintenant au maire du 8e arrondissement. Cher Olivier, c'est à vous. Merci, monsieur le maire. Les habitants de l'arrondissement me partagent régulièrement leur impression d'une dégradation du niveau de propreté des rues du 8e. Des déchets de toute nature se retrouvent sur la voie publique, depuis la crise Covid en particulier. Des masques sont jetés sur la voie publique et des incivilités semblent aller en s'amplifiant, surtout en ce qui concerne le dépôt d'encombrants dans l'espace public. En témoigne d'ailleurs le nombre important de personnes déjà passées en maison de justice et du droit dans le cadre du rappel aux obligations légales et citoyennes. Nous constatons également une recrudescence dans l'espace public d'emballages issus des ventes à emporter des nombreux fast-foods de notre arrondissement. Bien que la propreté soit une compétence métropolitaine, que peut faire notre ville pour prévenir ces incivilités de toutes sortes et améliorer la perception par les habitants de la propreté de leur arrondissement? Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour vous répondre, Camille Auger. Oui, monsieur le maire, chers collègues, cher Olivier. Alors, je vais lire la réponse de Mohamed Chi, qui devait initialement apporter cette réponse, mais qui est positif au Covid. Comme vous venez de l'énoncer, la question de la propreté est primordiale dans le service que nous nous devons de rendre aux habitantes et aux habitants du 8e arrondissement, mais aussi de toute la ville. Au-delà des problématiques d'insalubrité pour lesquelles nous disposons d'une compétence directe au niveau de la ville, la propreté de nos rues se doit d'être à la hauteur des attentes des citoyens et des citoyennes. Car il s'agit ici de l'environnement quotidien de chacune et chacun qui peut être mis à mal avec un sentiment d'abandon des quartiers et de dégradation du cadre de vie. Nettoyer l'espace public, lutter contre les incivilités, sensibiliser à la gestion durable des ressources et des déchets, voilà 3 approches que nous menons conjointement en lien étroit avec la métropole pour améliorer significativement la propreté de nos rues. Sur le premier volet, nous sommes pleinement engagés dans une politique de déploiement de sanitaires publics qui doivent permettre une réduction des mictions sauvages et apporter un service de qualité aux usagers. C'est à ce titre que nous allons remplacer sur le 8e arrondissement 3 sanitaires défectueux dans des lieux stratégiques par des toilettes plus qualitatives et permettant à un plus grand nombre de personnes d'en bénéficier. En complément et à l'initiative de la métropole dont c'est la compétence, le nettoyage des espaces extérieurs et le ramassage des déchets bénéficient d'une action renforcée. Les passages des services métropolitains sont adaptés aux besoins, donc amplifiés, et les interventions coordonnées avec la ville se multiplient. Mais nous pouvons encore faire mieux et nous nous y employons chaque jour avec de nouveaux outils. La vidéo-verbalisation d'abord, qui nous permet de sanctionner les dépôts sauvages d'encombrants sur l'espace public à l'aide d'un véhicule. Des consignes permanentes sont passées aux policiers municipaux pour traquer les contrevenants et les appeler à leur responsabilité. Ce que l'on observe est un phénomène de contournement des déchetteries par certains professionnels pour faire des économies. Nous ne laisserons pas ces pratiques s'installer durablement. Ces comportements font donc l'objet systématiquement de verbalisation, j'imagine, quand nous captons... Ces comportements font donc l'objet systématiquement, quand nous les captons, de verbalisation. Vous l'avez mentionné également, monsieur le maire, ce n'est pas anodin si nous avons ciblé le dispositif expérimental du rappel aux obligations légales et citoyennes sur les dépôts sauvages. C'est que nous accordons une importance majeure à la lutte contre ces incivilités. Nous venons d'ailleurs de faire un bilan après 1 an de mise en œuvre de cette nouvelle mesure et les résultats sont tout à fait encourageants. 37 personnes ont été convoquées en maison de justice et du droit, 28 rappels aux obligations légales et citoyennes ont été notifiés, 25 contributions citoyennes ont été prononcées, 73% des procédures ont concerné des dépôts de déchets sur la voie publique. Pour rappel, ce dispositif, en vigueur uniquement dans le 8e arrondissement, s'appuie sur l'action terrain des services de police qui, dans le cadre du flagrant délit, remettent une convocation en maison de justice à l'auteur des faits dans un délai extrêmement court. Ce qui est intéressant est la portée de l'audience menée à la fois par le délégué du procureur lui-même et vous-même, monsieur le maire. La sanction s'accompagne d'un échange visant à faire prendre conscience à l'auteur des conséquences de son acte et l'incitant à ne pas le réitérer. Ce process est tout à fait nouveau, constitue donc un véritable outil de prévention du fait de la qualité et de l'individualisation de la réponse apportée. Le délégué du procureur n'hésite pas en outre à prononcer une contribution citoyenne qui est versée à une association d'aide aux victimes, ce qui a vocation à inciter l'auteur à prendre conscience de ses obligations au sein de la société. Nous devons poursuivre dans ce sens, travailler main dans la main avec la métropole et améliorer notre communication sur les actions menées. Il est important de faire connaître à toutes et tous notre implication sur les questions de propreté, mais aussi les conséquences des jets de détritus et des dépôts sauvages, ce que risquent les contrevenants et le coût pour la société. Je suis également convaincue, comme vous tous ici, je présume, que la problématique des déchets doit aussi être travaillée à la source. Comment faire pour les réduire ? C'est tout le sens de la politique menée par la délégation de Camille Auger, avec notamment... ici présente, avec notamment le travail sur la propreté et les déchets, initié avec les restaurants franchisés McDonald's, et je lis fidèlement, et le financement de l'association
Zéro déchet Lyon, mais aussi Mouvement de palier dans le 9e arrondissement pour expérimenter une sensibilisation massive des habitants, des professionnels, des acteurs du quartier sur la question. L'année 2023 va nous permettre de faire le bilan de cette expérimentation sur le 9e et d'en tirer les enseignements adéquats dans le cadre d'une politique plus large que nous comptons formaliser, s'il vous plaît, dans un plan municipalité zéro déchet, zéro gaspillage sur lequel les services ont commencé à travailler. Nous mettons aussi l'accent sur l'accompagnement des professionnels à travers notre convention avec la Chambre des métiers et de l'artisanat qui comporte un volet sur la réduction des déchets des artisans et notamment les commerces de bouche qui pratiquent la vente à emporter. Cet accompagnement se traduit aussi par les subventions que nous versons des associations pour aider les commerçants à transformer leurs pratiques et enfin le travail que nous menons avec les associations de commerçants et les structures de management de centre-ville sur des collectes mutualisées de cartons et de biodéchets. Monsieur le maire, chers collègues, voici là résumé en quelques mots les actions conduites pour la propreté de nos rues et les pistes de travail qui nous restent à approfondir pour améliorer encore la situation. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Auget pour cette présentation, cette réponse presque à deux voix. Je donne la parole à Madame Bréban, maire du 9e arrondissement, pour sa question. Chère Anne, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Voici la question du 9e arrondissement. Aujourd'hui, les violences à l'égard des femmes, des filles, constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes, les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation, du sentiment de honte qui l'entoure. Les conséquences néfastes de ces violences sur le plan physique, psychologique et sexuel affectent les femmes dans tous les stades de leur vie. Depuis 1999, le 25 novembre, Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, permet de porter ce sujet au devant de la scène et mettre en évidence ce fléau subi au quotidien par un grand nombre de femmes. Chaque année, 100 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol. Dans près de la moitié de ces cas, ces agressions sont perpétrées par leur conjoint. Seuls 12% portent plainte. En France, en 2021, 122 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Quelle que soit la forme, psychologique, physique, sexuelle ou économique, les violences intrafamiliales conjugales génèrent une emprise, un conditionnement dont il est difficile de se dégager lorsqu'on est victime. C'est un abus de pouvoir dans une relation de couple où l'un des partenaires utilise un rapport de force pour contrôler l'autre. Pour se libérer de cette emprise et de la peur, le chemin peut être très long. Dans un certain nombre de situations, les victimes n'ont même pas conscience de leur syndrome et que ceux-ci sont liés aux violences subies. Les victimes ont dès lors besoin d'être soutenues, défendues et accompagnées. La mairie du 9e arrondissement accueille, comme dans le 3e, 7e et 8e, une permanence de l'association Vifil, Violences intrafamiliales, Femmes, Information, Liberté. Le travail précieux de l'association permet aux victimes de bénéficier d'une écoute et d'être orientées vers différents services, notamment pour être admises et être orientées vers différents services d'hébergement ou proposer une solution de logement temporaire. On pourrait citer d'autres associations qui soutiennent les femmes victimes de violences sur le territoire de la ville de Lyon. Cette même ville qui met à disposition de femmes victimes de violences conjugales des logements gérés par des associations. Ma question: quelles sont les orientations, projets, actions de la ville de Lyon prévoit de développer pour permettre une prise en charge rapide, tant en termes de soutien que d'aide au relogement sécurisé pour tous les Lyonnaises victimes de violences intrafamiliales subies de leurs conjoints? Je vous remercie. Merci Madame la maire. Chère Florence, pour vous répondre. Monsieur le maire, chers collègues, Madame la maire du 9e arrondissement, je vous remercie pour cette question qui me donne l'occasion d'évoquer lors de ce conseil le sujet primordial qu'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Les chiffres que vous venez de nous rappeler sont éloquents. Les campagnes de sensibilisation se multiplient. Des mouvements citoyens émergent. Le sujet est inscrit dans les agendas politiques, mais le constat reste amer. Les violences sexistes et sexuelles ne fléchissent pas et ce constat est inacceptable.
La lutte contre les violences et les discriminations de genre, la lutte pour les droits nous oblige. État, collectivité, notre engagement doit s'intensifier. Nous devons développer nos efforts pour garantir à chacune le droit à la sécurité et à la bienveillance. Depuis le début du mandat, c'est ce principe qui nous anime. Accueil, accompagnement, hébergement, sensibilisation. Nous avons à cœur de mener une politique globale sur le sujet. Madame la maire, vous l'avez évoqué lors de votre question, la ville a mis en place, avec l'association Vifil SOS Femmes, des permanences d'accueil de proximité pour les femmes victimes de violences dans les mairies d'arrondissement. Les entretiens sont sans rendez-vous, gratuits et anonymes. Déjà présentes dans les mairies du 3e, 7e et 8e arrondissement, des permanences ont, depuis 2021, lieu dans la mairie du 9e arrondissement, grâce notamment au renforcement du soutien financier de la ville à Vifil. Cette nouvelle permanence a été lancée pour répondre à des demandes croissantes de la part des femmes victimes de violences. Le nombre de femmes reçues dans les permanences a doublé pendant les périodes de confinement et il a même triplé pendant les périodes de déconfinement. Les femmes sont également accompagnées sur le champ juridique à travers le travail des 4 juristes de la ville de Lyon au sein des maisons de justice et du droit du 8e et 9e arrondissement. Ces maisons de justice et du droit assurent une présence judiciaire de proximité. Elles concourent à l'aide aux victimes et à l'accès aux droits. Les juristes de la ville, sensibilisés aux problématiques spécifiques des femmes victimes de violences, apportent un premier niveau de réponse et orientent par la suite vers le réseau des ressources existantes, comme les associations d'aide aux victimes. Avec le soutien financier de l'État, nous avons choisi de doter de 3 postes d'intervenants sociaux en commissariat. Ces professionnels de l'action sociale sont un maillon essentiel dans l'accueil en commissariat et l'orientation des femmes victimes et de leurs enfants, mais également des auteurs et des mises en cause. Fin 2021, un changement dans la typologie des postes a été voté en conseil municipal afin d'assurer la pérennité des intervenants et intervenantes dans leur mission. Concernant l'hébergement, la ville de Lyon met à disposition de l'association LEMA des appartements pour l'hébergement post-urgence des femmes victimes de violences avec ou sans enfants. Pour rappel, le volet de mise à l'abri est une compétence de l'État, mais la ville souhaite apporter sa pierre à l'édifice. Comme nous nous y étions engagés, ce sont depuis 2022 7 appartements que la ville met désormais à disposition. La ville verse également au MA une subvention pour assurer le suivi social, juridique, psychologique des femmes et de leurs enfants, ainsi qu'un accompagnement vers l'emploi. Tout au long de l'année, la ville est engagée aux côtés de l'État dans la prévention des violences, avec des sensibilisations dans les établissements scolaires, du primaire au lycée. Ainsi soutenues financièrement par la ville, les associations Filaction, le planning familial, le CIDF, CIDF Auvergne-Rhône-Alpes, l'association de lutte contre le sida, Femmes solidaires, couples et familles du Rhône interviennent chaque année auprès des jeunes pour faire passer les messages de prévention. Notre service médico-social scolaire de la ville sensibilise également les enfants des écoles au respect entre les filles et les garçons, au respect du corps de l'autre, afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles, et travaille à l'identification des violences intrafamiliales et conjugales. Depuis 2021, nous renforçons également le volet de lutte contre le harcèlement de rue. La ville de Lyon intègre une dimension égalitaire dans son aménagement urbain. Des concertations et des marches exploratoires, notamment sur les questions d'insécurité dans l'espace public, sont organisées. Elles permettent l'élaboration de solutions profitant à tous les usagers, toutes les usagères. Par exemple, des dispositifs de marche exploratoire ont été initiés dans le quartier de la Guillotière en novembre 2021, en partenariat avec le Citral, la Métropole et le Centre social Bonnefoy. Ces axes de travail ont engendré l'édition d'un guide genre et urbanisme publié en 2022, un document qui sert à orienter les professionnels sur les questions d'aménagement afin d'éviter les discriminations,
et les situations d'insécurité sur l'espace public. C'est également le sens du dispositif Angela, expérimenté aux côtés des commerces du 7e arrondissement, qui permet à toute personne, mais aussi éventuellement un homme ou un enfant d'ailleurs, qui se sent importuné ou en danger dans la rue, de se rendre dans un établissement lieu-refuge adhérent au dispositif et de demander Angela. La structure est identifiée grâce à un autocollant sur la vitrine et la personne victime de harcèlement peut y être aidée. Et je remercie bien sûr chaleureusement Madame la maire du 7e arrondissement, les élus et les agentes de l'arrondissement pour avoir porté le développement de ce dispositif dans le 7e, ainsi que les associations Nous Toutes et le CIDFF pour leur contribution à la partie formation des gérantes et gérants d'établissements. Suite au succès de son déploiement dans le 7e, notre ambition est d'étendre ce dispositif aux autres arrondissements de la commune dès le premier semestre 2023. La ville déploie également un large dispositif de communication au grand public sur ces questions tout au long de l'année, et plus spécifiquement durant le mois de novembre à travers la journée du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez pu, chacune et chacun, apercevoir le mois dernier les bâches sur les grilles de l'Hôtel de Ville, ainsi que les affiches « Brisons le silence », le festival partout dans la ville, mettant en avant le 3919, numéro national de référence pour les femmes victimes de violences. Également, la ville édite et distribue chaque année 12 000 exemplaires de sa plaquette « Brisons le silence », qui recense tous les lieux ressources sur les violences conjugales et qui contient depuis 2021 le violentomètre, un outil permettant de mesurer et de savoir si la relation dans laquelle on est engagé est bien basée sur le consentement. Chaque année, nous soutenons financièrement et en termes de communication le festival Brisons le silence, apporté par l'association Filaction et dont les bénévoles et salariés œuvrent d'arrache-pied pour organiser tout type d'événements lors d'une quinzaine qui permet à chacune et à chacun de mieux comprendre les violences sexistes et conjugales afin de les dénoncer, les prévenir et d'amplifier la lutte contre celles-ci. Chers collègues, de multiples autres actions lancées ces derniers mois composent notre politique globale sur le sujet. Je pourrais évoquer notre engagement auprès de l'État depuis la fin d'année 2021 pour l'établissement d'un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales sur le territoire du Rhône, ou bien la réédition du guide Santé des femmes disponible depuis quelques jours en ligne. Et enfin, le dispositif de signalement interne pour les agents qui permet de signaler les discriminations, les harcèlements, les violences et agissements sexistes est piloté par Laurent Bosetti dans le cadre de ce conseil municipal. Toutes ces actions en témoignent, notre mobilisation sur le sujet est très importante et nous avons aussi la chance sur Lyon de disposer d'un large réseau associatif et institutionnel qui agit en complémentarité. Et je souhaiterais saluer aujourd'hui les associations avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration et également toutes les associations et collectifs du territoire engagés pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour les droits des femmes, la ville de Lyon tient à leur assurer son soutien continu et sans faille et à leur attester sa reconnaissance pour tout le travail accompli. Également, je souhaite ici saluer l'État, la métropole et les autres collectivités et institutions avec lesquelles nous menons des politiques partenariales sur ce sujet. Il nous faut œuvrer dans le même sens. Depuis quelque temps, nous travaillons conjointement, également avec les associations du territoire, à un projet d'implantation d'une maison des femmes sur le territoire lyonnais pour l'accompagnement social, psychologique, sanitaire et juridique des femmes victimes de violences. Des éléments sont encore à définir, mais notre ambition est d'ouvrir cette maison des femmes à Lyon en 2023. Ce sont donc ces politiques publiques, comme la Maison des femmes, mais également toutes les actions évoquées précédemment qui nous permettent d'intensifier la lutte. Cependant, les violences sexistes et sexuelles s'inscrivent dans un système plus global. Elles sont la manifestation la plus aiguë de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Les comportements sexistes, la persistance de la culture du viol,
les discriminations dans le milieu professionnel, dans le monde de la culture ou du sport, l'iniquité dans les dépenses publiques, les difficultés d'accès aux soins, ce sont toutes ces problématiques qui nuisent au quotidien des femmes et qui banalisent les comportements et les violences les plus graves. C'est contre un système patriarcal. Contre ce système patriarcal, ce sont toutes ces luttes qu'il nous faut mener, ces victoires qu'il nous faut conquérir pour faire évoluer les représentations, pour libérer la parole, pour garantir l'effectivité des droits. Chers collègues, je vous remercie pour votre écoute. Merci, chère Florence. Merci, Madame la maire, de nous avoir permis aujourd'hui de faire un état des lieux de l'engagement de la ville sur ce sujet de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et merci surtout à Florence Delaunay de nous avoir fait ce tour d'horizon très complet, très exhaustif de notre action et de l'action d'ailleurs de nos partenaires. Nous passons à l'examen des dossiers de la commission Solidarité, Vie des aînés, Droits, Égalité, Santé et Prévention, avec un premier rapport que vous portez, chère Florence. Et donc je vous cède de nouveau la parole. Le 20 22 21 85. Alors, sur ce dossier, Lyon, capitale de la résistance, compte de multiples lieux de mémoire des victimes de la barbarie nazie, plaques et stèles rappelant le rôle joué par la cité au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 2018, une association a été créée afin de porter le projet d'édification d'un mémorial de la Shoah à Lyon, projet qui est l'objet d'une démarche citoyenne. Cette association rassemble des acteurs locaux, des personnalités de la société civile, des représentants des rescapés des camps d'extermination, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie, l'Association des fils et filles déportés juifs de France, le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Vigie à l'adresse des passants et des générations futures, le futur mémorial de la Shoah sera implanté sur la place Carnot dans le 2e arrondissement de Lyon. Le choix de la place Carnot, espace public majeur consacré à la République en raison de la statue qui s'y trouve, est témoin des grandes tragédies du XXe siècle, par la gare de Perrache, qui fut d'une part le lieu de départ des poilus de 14-18 et aussi le lieu de départ des convois de déportés sur la période 39-45. Ce lieu s'est avéré particulièrement pertinent pour accueillir le mémorial. La fonction mémorielle de cette place dans la cité existe déjà par la présence d'un monument, la voie sacrée, relatif à la guerre 14-18 et la stèle à la mémoire des enfants d'Isieux au cœur de la place. L'emplacement primitivement retenu se voyant impacté par le projet de réaménagement des abords de l'échangeur de la gare de Perrache, un autre positionnement du monument a dû être mis à l'étude. L'emplacement choisi se situe donc en lieu et place de la statue allégorie de la ville de Lyon, dans la perspective de la rue du Général Plessier, à l'ouest de la place Carnot. Actuellement dans un état de conservation dégradé, cette statue sera déplacée par les services de la ville après étude d'implantation et de restauration dans un autre lieu porteur de sens et en lien avec l'œuvre elle-même. Pour réaliser ce futur mémorial de la Shoah, un concours sera lancé par l'association début 2023 sous la forme d'un appel à projet. Après un avis d'un comité technique chargé d'étudier la recevabilité des projets, un jury composé notamment de professionnels et d'un représentant des ABF sélectionnera le projet répondant le mieux au cahier des charges et aux exigences tant artistiques que symboliques. Le monument, qui sera ainsi érigé dans l'espace public, se veut être un symbole fort pour rappeler l'incommensurable tragédie de la Shoah et lutter contre l'antisémitisme. Pour ces raisons, je vous demande de voter favorablement ce projet de délibération. Merci Florence. Pour le groupe progressiste et républicain, Madame Galliou, vous avez la parole pour 5 minutes. Chers collègues,
Je souhaite ici saluer l'édification de ce mémorial de la Shoah sur une place hautement symbolique, puisqu'elle a malheureusement vu le départ du dernier convoi parti de Lyon, le 11 août 1944, emportant plus de 600 personnes, hommes, femmes, enfants, vers les camps de concentration de Struthof, Ravensbrück et Auschwitz. Elle rappelle l'impérieux devoir de mémoire qui est le nôtre, pour que jamais une telle horreur ne puisse se produire. Le rôle de ces monuments, c'est de nous rappeler que le pire est toujours possible et que jamais nous ne devons relâcher notre vigilance. C'est de nous rappeler que plus de 6 200 personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, hommes, femmes, enfants, ont été déportées parce qu'elles étaient juives. Et nous voyons bien qu'avec les événements récents, mais malheureusement récurrents, dont a fait état Madame la maire du 5e arrondissement en début de séance, nous devons être en alerte permanente. La lutte contre les faussaires de l'histoire doit être permanente pour que jamais ils ne parviennent à effacer ces souffrances, pour que jamais ils ne parviennent à nous faire oublier ces terribles leçons qu'elles nous ont enseignées. La lutte contre les idéologies mortifères qui ont rendu ces drames possibles l'est également, pour que plus jamais la haine de l'autre ne puisse s'ériger en politique d'État, pour que plus jamais des hommes, des femmes, des enfants ne soient envoyés à la mort par des fanatiques extrémistes. C'est notre rôle en tant qu'élus de la République que d'accompagner ces combats au quotidien, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos politiques. En cela, nous devons être à la hauteur de l'héritage que nous ont laissé celles et ceux qui se sont battus et ont parfois laissé leur vie, à l'image de Jean Moulin et de nombre de ses compagnons. Nous souhaitons aujourd'hui saluer le travail de mémoire initié depuis de nombreuses années par Michel Noir, qui a permis à Lyon de renouer avec sa mémoire par la création, en 1992, du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation sur le site de l'ancienne école de santé militaire de l'avenue Berthelot. Travail poursuivi depuis, inlassablement, par l'ensemble de ses successeurs pour faire de Lyon une ville de mémoire, accompagnant les citoyens et associations engagés. Et nous souhaitons saluer, Monsieur le maire, votre inscription dans cette tradition. Nous avons hâte de découvrir le monument qui viendra rappeler sur cette place hautement symbolique notre attachement à notre histoire, à la mémoire de nos morts et aux leçons que nous ne devons jamais oublier. Je vous remercie. Merci, Madame Galliou. Pour le groupe Pour Lyon, Monsieur Lévy, c'est à vous pour 10 minutes. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 1 300 000 personnes, hommes, femmes, enfants, ont été déportés à Auschwitz-Birkenau. 1 100 000 y sont mortes, dont 900 000 dans les chambres à gaz. Parmi elles figurent la plupart des 86 victimes de la rafle de la rue Sainte-Catherine, au cœur de notre ville. Parmi elles figure la majorité des 75 enfants placés à l'Anticaille entre février et août 1944 et un grand nombre des 600 détenus de Montluc qui, le 11 août 1944, avaient pris le dernier convoi parti de Lyon. Parmi eux figurent les enfants d'une colonie de l'Ain qui déjeunaient bruyamment ce 6 avril 1944, jour de vacances, et qui n'ont rien entendu lors de l'arrivée des camions allemands. 2 mois exactement avant le débarquement en Normandie, 44 enfants d'Isieux et 7 de leurs accompagnateurs sont arrêtés avec brutalité. Ils partent en chantant « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Ils arrivent au réfectoire de la prison Montluc avant de partir pour Drancy et pour les chambres à gaz, certains même dans le même convoi de la jeune Simone Veil. Le seul crime de ces enfants, pour certains d'entre eux et de leurs éducateurs, était d'être juifs. On doit souligner que ces enfants étaient des réfugiés, qu'ils venaient de toute l'Europe, de cette terre de l'Ain et de France qui les a accueillis grâce à des associations dont l'œuvre du Secours aux enfants, l'OSE. Cette liste des noms d'enfants qu'on n'a pas pu sauver résonne dans notre actualité. Ce mémorial est né de la volonté de personnes comme Gérard Collomb, Georges Képénékian, Michel Noir, des maires successifs, dont vous aujourd'hui, Jean-Dominique Durand, Jean Lévy, Jean-Olivier Vieux et Maître André Soulier, mais aussi de l'engagement pour la mémoire de la Shoah, l'engagement d'une vie autour de Beat et Serge Klarsfeld, Régis Debré, Sabine Zlatin et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je tiens aussi à avoir une pensée pour Benjamin Orenstein, véritable passeur de mémoire qui est également à l'origine du projet. Ce mémorial ne peut pas être un lieu figé dans le temps. Notre rôle à Lyon, notamment à travers nos politiques culturelles et éducatives,
est de témoigner, mais aussi de parler, d'expliquer, de dire que si l'antisémitisme s'est changé de visage, tour à tour religieux, politique, notre époque retrouve toujours la même haine qui blesse et qui tue. Comme en région parisienne avec Ilan Halimi en 2006, à Toulouse au sein de l'école Ozar Torah, à Paris avec l'hypercachère de la porte de Vincennes, toujours à Paris, Sarah Halimi le 4 avril 2017, Mirek Knoll, 85 ans, rescapé de la Shoah, assassiné à son domicile le 23 mars 2018. Il faut souligner, il faut aussi évoquer toutes ces agressions, toutes ces paroles de haine qui, sur Internet, sur les réseaux sociaux, jusqu'à dans nos rues, prolifèrent, continuent à banaliser l'antisémitisme. Nommer les choses et combattre le mal, quel que soit son mode d'expression, est un devoir absolu. Accepter de nommer les choses, c'est accepter de dire explicitement que l'on lutte contre l'antisémitisme, notamment dans notre programme éducatif de territoire, dont aujourd'hui le mot antisémitisme ne figure pas. Accepter de nommer les choses, c'est aussi éviter les amalgames autour des fâchés pas fachos ou encore de s'afficher aux côtés de Jérémy Corbyn. C'est aussi dans les rangs vides des différents temps commémoratifs au sein de notre ville. Aujourd'hui, c'est par l'éducation, par la culture que vous lutterez contre le poids des préjugés. C'est notamment la dernière étude sortie en début d'année sur la photographie de l'antisémitisme en France et qui vous donne un certain nombre de préconisations pour des actions concrètes au sein de notre ville. Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les actes antisémites n'avaient été aussi nombreux et aussi meurtriers. Comment ne pas voir la défaite que cela représente pour notre nation, pour cette République française qui, dans l'Europe des Lumières, avait allumé la flamme des droits de l'homme et établi en principe universel le respect inconditionnel de la personne. Comment ne pas voir qu'il nous faudrait agir plus fermement, mieux sanctionner ces crimes et combattre avec davantage de force l'impunité. Alors oui, il nous faut réaffirmer que l'antisémitisme est un crime qui entache notre démocratie. Ce mémorial, avec notamment Montluc, la Maison d'Isieux, le CHRD, sont des lieux pour entretenir une mémoire et comprendre les mécanismes de l'exclusion, pour expliquer jusqu'où mène la violence quand elle se heurte à l'indifférence. Loin d'être un lieu figé, il doit jouer, avec les associations de notre ville, un rôle fondamental dans l'éducation, peut et pourra dans le futur aider les citoyennes et les citoyens, et surtout les jeunes en formation, à dénoncer les falsifications et les mensonges de ceux qui exploitent l'ignorance, la peur de la haine de l'autre et des autres. Un lieu de mémoire pour commémorer, se souvenir, mais aussi essayer de comprendre, car aujourd'hui, on continue d'interroger comment des hommes purent-ils mettre une telle rationalité au service d'une telle barbarie. Oui, il faut savoir que cela fut, même si jamais nous ne comprendrons comment l'Europe avait pu en arriver là. Comment l'Allemagne, qui par sa culture, ses arts, sa photographie, était au sommet de la civilisation européenne, avait pu porter à sa tête un homme dont chacun connaissait l'idéologie raciste et antisémite. Ce mémorial, c'est rappeler le ressort de l'accession au pouvoir de la haine qui est amenée par une profonde misère économique et sociale. Rappeler qu'un régime a profité du contexte de crise pour faire prospérer son idéologie de haine, miner peu à peu de l'intérieur la démocratie et instaurer un totalitarisme qui conduirait à l'élimination dans la Shoah de 2/3 des Juifs d'Europe, 6 millions de personnes, parmi lesquelles 1,5 million d'enfants. Ce mémorial nous rappelle qu'ici à Lyon, des Justes ont simplement considéré le persécuté comme une personne, comme un frère, comme une sœur. Certaines ont accompli leur geste comme un acte conscient de résistance, beaucoup l'ont accompli par simple humanité. Les plus de 155 Justes du Rhône montrent que la résistance, c'était aussi ouvrir la porte aux persécutés, dire non, savoir désobéir. Refuser des ordres indignes, dans un sursaut de conscience, c'est le début du courage et de la bravoure humaine. Voilà aussi ce que représente ce mémorial. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lévy. Pour le groupe Droite Centre et Indépendants, Madame Vernet-Caron, c'est à vous pour 5 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre groupe souhaite par cette courte intervention aussi souligner l'importance de cette délibération qui porte sur ce projet d'édification d'un mémorial de la Shoah.
place Carnot. Cela a été dit par notre adjointe dans le 2e arrondissement. Cette importance, elle est à plus d'un titre. L'histoire va bientôt remplacer la mémoire. À l'heure où nous sommes de plus en plus confrontés à la négation, à la déconstruction, il est plus que jamais important de créer des symboles pour se souvenir que les hommes sont capables du pire. Notre ville, capitale de la Résistance, rappelle aussi avec ce monument un aspect plus sombre des citoyens de notre ville. Une délibération comme celle-ci nous repose toujours la question: qu'aurions-nous fait? Quels auraient été nos choix? Ce qui est également important dans cette délibération, c'est le consensus sur cette réalisation. Toutes les collectivités sont engagées, notre ville, la métropole, la région, fidèles en cela à leurs engagements pour la mémoire. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le maire, mais aussi tous les élus et les collaborateurs dans les services qui œuvrent quotidiennement à faire vivre les lieux du souvenir. Nous sommes rassemblés autour de ce projet. Je forme le vœu que ce projet reste consensuel jusqu'à sa réalisation et qu'une fois offert à tous les Lyonnais, il soit protégé et respecté. Je voudrais le rappeler, comme effectivement l'a dit à l'instant notre collègue Lévy, l'importance du lieu des Justes au Chambon-sur-Lignon, qui par leurs engagements, mais aussi dans la modestie de leur engagement et de leur simplicité, nous rappelle quels sont ce qu'il faut suivre comme attitude. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Véronique Caron. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Pour le rapport suivant, 2022-2186, Madame Delorence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la délibération que je vous présente concerne une subvention de 35 000 € à destination de l'association Cabiria. Cette association de prévention en santé sexuelle auprès des personnes prostituées est soutenue par la ville de Lyon par l'intermédiaire d'appels à projets annuels sur la thématique santé sexuelle depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la subvention soumise à votre délibération vient en complément. Elle a vocation à répondre à un besoin exceptionnel qui a été très clairement explicité à l'association. En effet, les travaux de réfection nécessaires au stade d'athlétisme en cours de réalisation et décidés lors du conseil municipal de juillet allaient nécessairement entraîner des conséquences sur les conditions d'exercice des personnes prostituées en aggravant certains risques sanitaires les concernant et des conflits d'usage dans la zone. En conséquence, l'association Cabiria nous a proposé un projet qui réponde aux enjeux qu'elle a perçus avec sa connaissance des modes de vie des personnes concernées et des problématiques auxquelles elles sont régulièrement confrontées. Ce projet s'articule donc autour de 2 axes. Un volet renforcement des maraudes et de médiation sur la zone Jean-Bouin, donc avec des maraudes qui seront effectuées jour et nuit sur le territoire, en créant davantage de liens avec les personnes prostituées entre elles, les riverains, les usagers du territoire et les entreprises de travaux par l'intermédiaire de réunions de médiation et aussi la mise en place d'une écoute dédiée pour les habitants du quartier. Le second volet vise à accompagner les personnes prostituées qui changent ou diversifient leur mode d'exercice en passant de la rue à Internet. Ce volet, intitulé « Présente », est novateur. Il consiste en la mise en place de maraudes virtuelles et d'une permanence téléphonique pour ne pas perdre le lien avec les personnes prostituées lorsqu'elles n'exercent plus uniquement dans la rue. Sur le premier point, dans le contexte que nous connaissons tous et devant le désarroi et l'inquiétude des familles dont les enfants fréquentent la zone de Jean-Bouin, inquiétude que nous comprenons et qui est légitime, des premiers contacts ont pu être noués avec les familles et les maraudes ont commencé à être renforcés. Le travail n'en est qu'au début et les liens très resserrés avec la ville sont prévus. Ces premiers contacts font suite à la rencontre des représentants des familles avec la maire du 7e, Fanny Dubo, et l'adjoint à la sécurité, Mohamed Chihi, en présence de 2 membres du cabinet du maire. Concernant le second volet, il me semble utile de préciser que la prostitution, à l'ère du numérique, est essentiellement sur Internet. Elle représenterait plus de 2/3 du phénomène, obligeant les associations de prévention à changer leur mode de contact et d'intervention. Sur Internet, la prostitution de mineurs est également de plus en plus nombreuse. Elle est estimée à 7 à 10 000 mineurs, essentiellement des filles, qui se livrent à la prostitution en France.
Ce triste constat nous oblige et pousse les responsables politiques que nous sommes à la modestie d'une part et à l'action pragmatique d'autre part. Éducation des jeunes à la sexualité, lutte contre les stéréotypes de genre, sensibilisation au risque du numérique, lutte contre la pédocriminalité et l'exposition des jeunes à des contenus pornographiques. Une chose est certaine, chers collègues, nous devons redoubler d'efforts et je suis fière de porter devant vous cette délibération pour l'acter formellement. Je vous remercie. Pardon, cette délibération a été votée en commission et en conseil d'arrondissement. Merci. Avec un avis favorable, oui. Merci, chère Céline. Pour le groupe progressiste et républicain, Madame Galiou, c'est à vous pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération est pour nous l'occasion d'apporter notre soutien plein et entier aux acteurs associatifs qui viennent en aide aux personnes victimes de la prostitution afin de leur apporter réconfort, aide et mise à l'abri avec comme objectif final de leur permettre de sortir de cette condition. Ce travail de longue haleine est difficile tant les situations rencontrées sont parfois dures à endurer et parfois décourageantes devant l'impression que la situation est inextricable. Le rôle des élus locaux que nous sommes est d'aider dans la mesure de nos possibilités et de nous coordonner avec ces acteurs de proximité, aussi bien qu'avec les services de l'État et de la préfecture, pour apporter le meilleur suivi possible pour ces personnes victimes d'un odieux trafic humain. Néanmoins, notre rôle d'élus locaux est également de faire en sorte que nos enfants soient protégés des actes et présences qui peuvent nuire à leur développement et leur faire courir des risques pour leur santé physique comme psychique. À ce titre, il nous apparaît très dangereux de maintenir les prostituées dans la plaine des Jeux de Gerland, en proximité directe des nombreux enfants, dont les plus jeunes ont à peine 8 ans, qui y pratiquent une activité sportive. Les situations problématiques se multiplient et entre l'exposition à la nudité et certaines scènes qui ne conviennent pas à un jeune public, les activités illicites qui viennent s'installer à proximité des camionnettes et les déchets qui en résultent qui jonchent parfois les équipements au petit matin. Chaque semaine apporte son lot d'événements regrettables qui pourraient déboucher à terme sur un drame. Ce constat vous oblige à agir pour protéger nos plus jeunes. Nous ne pouvons accepter votre manichéisme qui consiste à dire que les prostituées étant des victimes, toute mesure visant à les déplacer est à proscrire. De même, l'argument selon lequel, peu importe où elles s'installent, il y aura des difficultés similaires ne tient pas, car jamais jusqu'ici était advenue une situation aussi problématique en lien avec la présence de très nombreux enfants à proximité. Le fait qu'elles soient des victimes ne rend pas acceptable que leur présence puisse représenter un danger pour nos plus jeunes. Et si nous sommes d'accord que les déplacer ne permettra pas de leur venir en aide, cela mettra néanmoins fin au danger que leur présence fait planer dans le secteur. Diriger une ville, Monsieur le maire, c'est avoir le devoir d'agir face à cette situation. C'est devoir prendre des décisions qui sont parfois difficiles, parfois imparfaites, mais malheureusement nécessaires. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière une médiation qui n'apaisera pas la situation et ne solutionnera pas le problème. La situation est grave et doit être considérée comme telle. Nous vous demandons donc à nouveau de faire procéder au déménagement des camionnettes situées aux abords de la plaine de Gerland afin que cette dernière retrouve son calme et nos enfants des conditions sereines pour pratiquer leurs activités sportives. De renforcer le travail d'accompagnement auprès des personnes victimes de la prostitution et les aider à trouver un lieu où elles pourront être en sécurité sans pour autant faire courir de risques à nos enfants. En tout état de cause, si vous persistez dans l'inaction en vous contentant de nous faire passer pour des anti-prostituées, en vous drapant dans une fausse dignité, vous porterez la responsabilité de la détérioration de la situation. Je vous remercie. Pour le groupe pour Lyon, Madame Borbon, c'est à vous pour 5 minutes. Je vous remercie. Monsieur le maire, chers collègues, la prostitution est un phénomène complexe, éminemment politique et social. Un sujet difficile qui mêle étroitement des réseaux mafieux et numériques, des précarités sociales et médicales, des personnes majeures comme mineures. Les travailleuses et travailleurs du sexe sont souvent exploités, nous ne l'oublions pas. Pour autant, je le dis avec force, nous ne pouvons pas rester silencieux ni passifs face à la situation de la plaine des Jeux de Gerland qui a vu arriver les camionnettes précédemment stationnées dans le quartier de la Confluence.
Des enfants et des adolescents sont exposés à la prostitution et au trafic de drogue, et certains sont aussi sollicités. Cette situation est intolérable. Des centaines d'enfants de 4 à 18 ans rejoignent plusieurs fois par semaine leurs espaces d'entraînement de rugby, de tennis, d'athlétisme ou de football. C'est une chance d'être doté d'un tel lieu dans un quartier de notre ville, mais depuis quelques mois, cela ressemble surtout à un repère de proxénètes et de trafiquants de drogue, ce que dénoncent de nombreux habitants. Un collectif de parents s'est constitué, vous l'avez rencontré, pas vous directement, monsieur le maire, mais monsieur Chilly, adjoint à la sécurité, et madame la maire du 7e, Fanny Dubo. Les parents ont lancé une pétition et ont collecté, à l'heure où je vous parle, pas moins de 3300 signatures. Aujourd'hui, nous sommes solidaires. Solidaires des travailleuses du sexe qui subissent souvent des formes d'esclavage, qui peuvent être victimes, je le disais en amont, et nous ne souhaitons pas les fragiliser plus. Mais, ici, solidaires de ces habitants et de ces parents qui n'en peuvent plus et qui n'ont pas envie de voir cohabiter dans un même espace leurs enfants, la drogue et la prostitution. Vous ne pouvez pas ignorer leur appel. Vous ne pouvez pas non plus proposer la construction d'un mur brise-vue en guise de solution. Mur brise-vue que nous avons tous voté ici même le 7 juillet 2022 en pensant approuver une réfection de clôture par une enceinte plus robuste. Vous vous êtes bien gardé de donner des éléments précis sur le rôle que vous souhaitiez donner à cette enceinte végétalisée. Ce n'est pas entendable. Ce n'est pas non plus une médiation entre les parents et les résidents des camionnettes qui permettra de solutionner le problème. Option d'ailleurs totalement désapprouvée par les parents. Il en va de la sécurité des enfants, de la tranquillité de leurs parents et de votre responsabilité en tant que maire de notre ville. Que ferez-vous demain si l'on vous annonce que l'un des enfants s'est blessé avec une seringue usagée et abandonné sur les terrains de jeu ou la voie publique, ce qui est fréquemment le cas? Monsieur le maire, un tel sujet n'a pas besoin de polémiques politiciennes trop faciles et peu constructives. Ce sont des actions concrètes qui sont attendues. Nous vous demandons d'abord un état des lieux de la prostitution à Lyon, la répartition géographique des lieux de rassemblement et de stationnement, le parcours de ces personnes prostituées, le bilan des dispositifs d'accompagnement et de prévention sur le volet social et médical, les pistes de renforcement, le bilan des forces de l'ordre municipales et nationales sur le sujet et en particulier dans ce secteur. Inutile de nous renvoyer vers la mission d'information sur la sécurité. C'est avec ces éléments que nous pourrons entreprendre des actions justes, légitimes et efficaces. 2 mesures nous paraissent néanmoins applicables rapidement. La réorientation des 850 000 € prévus à la construction du mur brise-vue qui ne résoudra rien. Ces fonds seraient plus utilement employés à l'accompagnement des travailleuses du sexe, notamment pour favoriser leur sortie de la prostitution, ou même, pourquoi pas, également envisager la mise à disposition sur leur futur lieu de stationnement de sanitaires mobiles, car c'est aussi un problème. Et immédiatement, le déploiement d'un arrêté anti-camionnette sur le secteur dont nous venons de parler pour protéger les enfants qui constituent un public vulnérable. Monsieur le maire, les parents, les clubs sportifs de la Plaine des Jeux et les personnes prostituées attendent de votre part des réponses concrètes. Tout en étant conscients de la complexité du problème, nous espérons que vous serez en mesure de les leur donner. Concernant le rapport en lui-même, notre groupe votera la